Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 8 mai 2026 et présenté sur la télé de Rogers. Où ça? C'est à Ottawa. Gavino DeFalco en compagnie de mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va? Ça va bien, regarde, j'ai sorti mon chandail jaune en espérant motiver le soleil à sortir. À un moment donné, écoute, on est juste rendu au mois de mai, à un moment donné, il va bien falloir qu'il commence à faire beau en quelque part. Hein? Une chance qu'ils ont un toit rétractable à Toronto, soit dit en passant, qui n'a toujours pas encore été ouvert une fois cette année. Ben, voilà. L'hiver qui s'accroche, en tout cas, ça sera un autre dossier. Malheureusement pour les Jays, les semaines se suivent et se ressemblent. Après avoir gagné 3 séries de suite du côté des Jays, tu t'en vas au Minnesota la fin de semaine dernière, 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, et là, tu te fais malheureusement balayer au Tropicana Field. J'ai quelques statistiques pour mentionner que ça va vraiment mal depuis 2016 du côté des Jays là-bas en Floride. Philo, l'équipe maintenant a un dossier de 16 victoires, 21 défaites. À chaque fois qu'on flirte avec le niveau de respectabilité à 500, on replonge à 4, 5, 6 matchs sous la barre de 500. Le tour de table avec toi, pas une bonne semaine au bureau du côté des Jays. Non, puis comme tu viens de le mentionner, tellement décevant parce que dimanche, écoute, si les Blue Jays remportent ce match-là, ils reviennent, comme tu dis, à 500. Et là, ben, l'espoir renaît un tout petit peu. Mais là, tu t'en vas à Tampa contre une très bonne équipe de baseball, il faut le mentionner, et tu te fais balayer. Je sais que les Blue Jays n'ont pas une bonne fiche à vie au Tropicana Field, mais il reste qu'on ne s'aide pas non plus. On va sortir tout à l'heure des statistiques à l'appui, autant que ce soit offensivement, les lanceurs, mais aussi la défensive. Malheureusement, Gavino, on a recommencé à garocher la balle un petit peu à gauche puis à droite. Ça s'était replacé un petit bout de temps, mais tout à l'heure, je vais sortir des statistiques, vous allez voir, c'est pas très, très joli. On regarde le dossier des Jays là-bas en Floride à Tampa Bay. Regardez, balayé. Ensuite, depuis 2016, Philo, ça, c'est les années Encarnacion, Bautista, etc. Les Jays ont un dossier de 29 et 52 là-bas à Tampa Bay. Ça, c'est 23 matchs sous la barre des 500. Donc, tu te fais balayer ou t'en gagnes 1 sur 2 depuis maintenant 10 ans là-bas. T'es pas capable de gagner. Je sais pas qu'est-ce qui arrive là-bas à Tampa dans ce vieux stade du baseball majeur. Là, on sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec l'année passée, des rénovations, ensuite le toit qui a arraché, mais t'es pas capable de gagner. Qu'est-ce qui explique ça? Comment ça se fait que les Jays sont pas capables d'être compétitifs là-bas à Tampa Bay? Aucune idée. Hein? Écoute, non, c'est très difficile à expliquer parce que t'as pas d'enjeu de météo, Gavino. Tu sais, comme au Minnesota, là, il faisait froid le week-end dernier. Ah, tu gagnes 2 matchs, tu en perds 2. Les gars sont pas très habitués à jouer dans le froid. Quand l'entraînement, ça se passe en Floride, quand ils sont à domicile, ils sont dans un dôme fermé. Alors, les Blue Jays, normalement, devraient être habitués. Mais moi, je donnerais tout simplement le crédit aux Rays, qui sont une excellente organisation de baseball, malgré des masses salariales beaucoup plus basses que les grandes équipes qui dépensent beaucoup, trouvent toujours la façon de mettre sur le terrain des équipes compétitives. Encore une fois, Gavino, désolant de voir que dans les estrades, tellement de bancs vides, encore une fois, au Tropicana Field. J'aurais pensé au moins que toutes les rénovations dans le stade auraient au moins attiré des partisans la première année. On va aller voir de quoi ça a l'air. C'est beau, c'est neuf, c'est propre. On va y aller. Ben non. 3 matchs contre les Blue Jays où, malheureusement, ça ressemblait un peu à l'époque du Stade olympique, à la fin des années des Expos. Puis en plus, ils sont en train de chauffer notamment les Yankees de New York. Je pense que les Rays, c'est la 2e meilleure équipe dans la Ligue américaine. Puis c'est des foules de 10, 11, 12 000 spectateurs. Ça a l'air assez vide, merci. Malheureusement pour les fans, je suis sûr qu'il y a des fans du pur et dur à Tampa Bay qui se posent la question, est-ce qu'on va finalement perdre notre club éventuellement? En tout cas, ce sera pour un autre dossier. On regarde les statistiques des Blue Jays. Ça ne s'améliore pas du côté de l'offensive. Maintenant, les Blue Jays, regardez, 16 victoires, 21 défaites au 4e rang, juste devant les Red Sox de Boston. Déjà
déjà à 9 matchs de la tête. Ben oui. Et on n'est même pas rendu à la fête des mères. C'est malade, là. 9 matchs de la tête des Yankees. Donc, on regarde, là, c'est difficile du côté de l'offensive. 26e au chapitre des majeurs, seulement 147 points de marqués. Regardez les coups de circuit, seulement 34 coups de circuit au 23e rang du baseball majeur. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne le sais pas. J'ai d'autres statistiques. Je ne veux pas perdre les gens dans les statistiques, là. Mais tu sais, les semaines passent, puis Oui. on frappe pas. Non. C'est tout ça, je veux dire, le deuxième volet, là, panique. Là. Est-ce que c'est le temps pour que Mark Shapiro se regarde dans le miroir et dise OK, ça va être ça mon équipe cette année. L'année passée, tous ceux qui sont arrivés du niveau 3A, qui n'étaient pas supposés frapper, ils ont connu l'année de leur carrière. Et cette année, tout le monde a descendu. Pas d'une coche. Une coche, je l'aurais pris. C'est de 2 coches, Philo. Oui, bien surtout, c'est parce qu'on se retrouve avec des illustres inconnus dans l'alignement à tous les soirs. Gavino, chaque fois que je regarde l'alignement, je me dis, ça se peut pas. J'ai l'impression de regarder un match du camp d'entraînement tellement il y a d'inconnus dans l'alignement. Tu sais, la blessure à Nathan Lucas, ça fait mal. Là, on le sait. Barger revient, Springer aussi. Mais on peut pas dire que c'est des gars qui défonçaient les clôtures avant leur blessure, ces gars-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? On le sait pas. On se croise les doigts. Je vais vous donner, moi aussi, quelques statistiques, OK? Quelques faits saillants des derniers jours. Tu te fais balayer, à Tampa, on vient de le mentionner. Vladimir Guerrero ne frappe pas de circuit, ne frappe pas de coup sûr pour plus d'un but. Dans le voyage de 7 matchs, aucun coup sûr pour plus d'un but. Écoute bien cette statistique. Dans la série contre les Rays, tu disputes 3 matchs, OK? Tu as 22 coups sûrs. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas catastrophique non plus. Tu marques 4 points. Ouais. Gavino, la moyenne dans le baseball, là, c'est 1 point marqué pour chaque 2 coups sûrs. C'est ça la moyenne. Ouais. Donc, à 22 coups sûrs, tu aurais dû marquer 11 points. Tu en as marqué 4. Pour moi, il y a une grande part de responsabilité qui revient au banc, au gérant pour cette statistique-là. 25 erreurs depuis le début de la saison, dont 11 par les lanceurs ou receveurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au monticule, Gavino. À chaque fois qu'il y a une balle frappée vers le monticule, c'est une aventure. 9 fois cette saison, les Blue Jays ont marqué moins que 2 points. 0 ou 1. C'est nettement insuffisant. Et soit dit en passant, tu sais, là, les reprises vidéo, là, ABS, là. Oui. Les Blue Jays, 29e sur 30 dans les demandes de reprise vidéo. Ça tu fait parles ça. les demandes avec succès, là. Oui. Ils sont 29e au niveau du pourcentage normal. d'efficacité. Et j'ai même vu, Brendan Valenzuela faire un appel à la reprise vidéo en 3e manche. Tu sais, à un moment donné, choisis tes batailles, tu sais. Ben non, c'est sûr. Tu frappes c'est sûr. 8e, 9e, t'as pas d'affaire à demander une reprise vidéo tôt dans le match comme ça. En tout cas, moi, je pense que c'est un manque de jugement. Avant d'y aller avec d'autres statistiques, on va regarder, tu le dis, là, la profondeur du côté de la défensive, du côté des Jays. C'est une aventure à chaque fois. On regarde une erreur plus tôt cette semaine. Ground ball over the mound, back at second, out there on the pickup, and the throw is wide. That's going to get loose, and will give Mullins an opportunity to score, and he will, standing up. Wow. Wow. The Rays gifted a run right there. That looked like it was going to be the end of the inning. And probably... Non, mais sérieusement, un jeu de routine pour Ernie Clement. Mm-hmm. Touche au coussin, remet, au premier but. Je veux dire, c'est même pas serré, là. C'est pas Vince Coleman qui court au Otis Nixon, là. Un bon relais, il est retiré facilement, balle à double jeu, on rentre dans l'abri. Mais non, ça a coûté 1 point. Qu'est-ce qui se passe avec Ernie Clement? Ce gars-là, je m'étais dit, il joue partout, c'est un candidat au gant doré. Et là, à chaque fois que la balle est frappée vers lui, je mords mon coussin et je me dis, le jeu de routine va devenir excitant. Même chose pour les balles frappées au monticule. C'est rendu un jeu super excitant contre les Blue Jays parce qu'il va y avoir soit une collision entre 2 joueurs ou le relais va se retrouver dans le vote du côté de la clôture à droite, puis les coureurs vont avancer de 180 pieds. Pas 90, 180. Je te dis, c'est du très mauvais baseball qu'on assiste depuis le début de la saison. Très mauvais baseball. Puis comme tu viens de le mentionner, je parlais à mon bon chum Alex Agostino avec les Phillies de Philadelphie, puis il me dit, tu sais, on travaille très peu la défensive
chez les lanceurs aujourd'hui dans le baseball majeur pour ce qui est des balles frappées autour du monticule. On a d'autres choses à faire que ça. C'est pas grave. Là, on est trop cool pour la situation. Mais c'est répandu dans le baseball majeur. Les lanceurs ne font pas les fameuses répétitions que tu fais au début du camp d'entraînement, la simulation de la balle frappée vers le lanceur, il se retourne, lance au premier. On le fait pas assez souvent. Puis il y a plusieurs lanceurs des Blue Jays qui ont des difficultés à ne faire qu'un simple jeu de routine. Et Gavino, moi, j'ai remarqué une chose. Le duo Clement et Jiménez à l'arrêt-court, souvent, il y a des balles frappées vers eux qui me semblent être de très bonnes balles à double jeu qu'on n'arrive pas à compléter. Souvent, le relais arrive au premier but, une fraction de seconde en retard. C'est des retraits que ça nous coûte. Écoute, on est très loin de la défensive étanche de 2025 qui ne donnait rien aux adversaires. Je trouve que dans le champ extérieur, ça s'est vraiment réglé. Là, il n'y a plus vraiment de problème. Au champ extérieur, bouf! Oui, mais je sais, mais tu sais, même Varsho nous a habitués à des catchs spectaculaires, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, l'avant-champ qu'on pensait que c'était une des forces, Guerrero, il a commis des erreurs cette année. Bon, Jiménez, tu l'as dit, il couvre du terrain, sauf que même lui, il rend ça excitant. Et Ernie Clement, pour moi, c'est ma déception défensive en 2026. Quelques statistiques offensives. C'est pas normal, on est rendu, je vous le dis, là, à la fête des mères. Bon, Vladimir Guerrero qui frappait genre pour 370. Regardez, ça a dégringolé mon chum, rendu à 319. Au moins, Okamoto, c'est 10 coups de circuit, 23 points produits. Andrés Jiménez a 5 buts volés. Le meneur chez les victoires du côté des lanceurs, là, c'est Kevin Gausman avec 2. Je pense que Dylan Cease également en a 2 et quelques lanceurs à 2 victoires. Mais tu sais, mon prochain point, c'est Vladimir Guerrero. Je sais que la semaine dernière, dans les commentaires, il y en a qui disaient « Vous êtes dur avec Vladimir ». Écoutez, Vladimir, dans les 15 derniers matchs, là, c'est 264 de moyenne, 2 doubles. Aucun coup de circuit. Les 2 dernières semaines, 15 matchs. Ce gars-là est supposé, frapper des balles à 500 pieds du marbre. Il s'en va sur une tendance de 9 coups de circuit. Là, je commence à être inquiet. Je sais qu'il n'y a personne pour le protéger dans l'alignement. Dalton Varsho, grosse déception. Même chose pour Jesus Sanchez, qui avait connu quand même un bon début de saison. Là, c'est le festival du Moulin avant. Il n'y a aucune protection dans l'alignement du côté de Vladimir. Mais à un moment donné, il faut que tu t'en sortes toi-même. Là. Arrête de frapper des roulants. Qu'est-ce qu'il fait en frappant des roulants? C'est toujours des retraits 6-3 ou des balles qui percent l'avant-champ et qui s'en vont jusqu'au champ centre en simple. Mais comment ça se fait qu'on est rendu au 8 mai et n'est pas capable de s'ajuster avec son bâton pour essayer de retrousser des balles à 400 pieds du marbre? On est rendu au 8 mai, Philo, là, je commence à être inquiet. Oui, non, tu as raison. Tu sais, souvent, là, je ne sais pas si vous voyez des fois des vidéos sur Instagram où on montre des élans où quand le frappeur traverse le marbre, le poignet va descendre et le bâton fait comme ça une petite rotation vers le bas. Souvent, on va dire aux jeunes, là, colle un petit verre en plastique sur ton bâton, mets une petite balle de ping-pong dedans. Puis quand tu t'élances, il faut que la balle reste dans le verre. Si la balle tombe, c'est parce que tu tournes les poignets et souvent, tu vas frapper des balles au sol. Mais je veux dire, c'est pas moi qui a expliqué ça à Vladimir Guerrero. Là, je veux dire, David Popkins est là. Il faut trouver des solutions parce que, tu sais, moi, là, si Guerrero frappe 360, là, on vivra avec. Mais là, la moyenne commence à baisser et on a vu dans la dernière semaine, ça n'a pas été une bonne semaine pour Vladimir, ça n'a pas été une bonne semaine pour les Blue Jays. Alors, on compte beaucoup sur lui. Je suis pas ici pour dire que là, il faut commencer à paniquer. Mais c'est sûr que c'est un contrat de 14 ans à 500 millions. Il n'est pas dans la même catégorie qu'Aaron Judge. Là. Aaron Judge, j'ai regardé des statistiques, c'est un coup de circuit à chaque 9 présences au bâton, sa moyenne. Imagine. Présentement, il a 2 circuits, il rentre à 150 présences au bâton. Au Brisson, on ne peut pas le mettre dans la même catégorie présentement. Tu sais, tantôt, tu parlais des problèmes à l'attaque. Gavino, moi, je me souviens des années 80, là, où le platoon style baseball, c'était très populaire, OK? Mais je trouve que du côté des Blue Jays, ça devient obsessif. C'est un lanceur droitier, c'est un lanceur gaucher, on y va juste avec des gauchers, on y va juste avec des droitiers. Oui, mais tu te retrouves des fois dans ton alignement avec 3 gars qui frappent pas 200, ou à peu près, parce que tu vas absolument, juste pour expliquer aux gens le platoon situation, là, c'est que lorsqu'on a un lanceur gaucher, on essaye d'aligner le plus de frappeurs droitiers que possible et vice-versa aussi. Moi, j'y crois plus ou moins à tout ça. Je comprends qu'il y a des gars qui sont moins bons contre des lanceurs qui lancent du même bord.
mais vas-y avec tes gars qui ont des meilleures séquences, selon moi. Laisse-les dans ton alignement si tu veux te donner des chances. Ça, c'est mon opinion, là. 2025, c'était une année magique, on le sait. Quelques statistiques, là, rapidement. On parle de continuité, puis les joueurs sont constants année après année. Les Yankees de New York, l'année dernière, la meilleure offensive des majeurs. Cette année, ils sont deuxièmes. Okay? Mm-hmm. Les Dodgers, l'année dernière, la troisième meilleure offensive. Cette année, ils sont cinquièmes. Donc, on voit que c'est à peu près les mêmes chiffres. Les Blue Jays, l'année passée, la deuxième meilleure équipe des majeurs. Cette année, 26. 26! Il s'est passé quelque chose, là, à un moment donné. Tu sais, je ne veux pas appuyer sur le bouton panique, mais c'est qui est responsable de ça? Est-ce que c'est seulement, les blessures? OK, Springer, ensuite, Alejandro Kirk, Barger, Locus, ou bien le départ de Don Mattingly fait en sorte que tout d'un coup, tout le monde a perdu confiance en ses moyens. T'es passé de 2 à 26 en 37 matchs en 2026. C'est pas normal. Écoute, honnêtement, on a tous été très surpris quand Don Mattingly a quitté le bateau des Blue Jays. On parle d'une équipe qui est passée à un tir de gagner la Série mondiale. On pensait qu'il y avait de l'harmonie dans ce vestiaire-là. Il est parti quand même assez vite, Gavino. Mm-hmm. Et peut-être qu'il s'est fait dire dans le bilan de fin de saison, écoute, Don, à partir de l'année prochaine, là, le baseball de situation, là, on va en faire moins. On veut que les gars frappent des circuits et tout ça. Je sais que Don Mattingly est allé travailler pour son fils du côté de Philadelphie, donc c'est une explication qui fait du sens. Mais c'est très rare que des entraîneurs quittent des postes pour un rôle latéral, comme on dit, c'est-à-dire tu t'en vas ailleurs pour jouer le même rôle. C'est pas une promotion dans son cas. Cette semaine, j'écoutais nos amis Blair and Barker, puis là, il y avait une situation de match, c'était tôt dans la rencontre. Je pense que c'était en deuxième, troisième manche, quelque chose comme ça. Les Blue Jays ont déposé 2 amortis dans la même manche. Ils ont marqué un point, mais malheureusement, on s'est aussi fait épingler au marbre sur un amorti, pas suicide, mais un amorti de sûreté qui n'a pas fonctionné. Et là, on critiquait les Blue Jays pour ça. Puis là, moi, je me disais, attends, on est-tu en train de critiquer une équipe qui a marqué, qui a fabriqué un point dans une manche, alors que la majorité du temps, on n'est pas capable de rien faire. On sort de là avec 0, même avec des coureurs au premier et au deuxième, pas de retrait. Je trouve qu'on devrait revenir à ça le plus possible. Mets les chances de ton bord. Oui. Il y a eu un match contre les Rays où je les ai trouvés plus actifs et ils ont joué quand même, ils ont disputé quand même un bon match. Malheureusement, Tyler Rogers a connu des difficultés en 8e manche. Il a bousillé ce match-là, même si depuis le début de la saison, il est quand même assez fiable. Mais dans cette rencontre-là, moi, j'ai trouvé que les Blue Jays avaient maximisé ce qu'ils avaient pu faire avec les moyens qu'ils avaient eus et les coups sûrs qu'ils ont frappés. Mais le reste de la série, écoute, très timide. Tu parles de manufacturer des points. Les Blue Jays, j'ai regardé une statistique, là, c'est l'équipe qui a fait face à le moins de tirs dans le baseball majeur. Bon, moins de tirs. Donc, Ernie Clement, en passant, on sait que c'est un frappeur de contact qui aime mettre la balle en jeu. C'est le frappeur dans les majeurs qui fait face à le moins de tirs par présence au bâton. Il fait face à 3 tirs,09. Ernie Clement, sur le premier ou deuxième lancé, il s'élance, met la balle en jeu, et ensuite, soit tu rentres dans l'abri parce que tu t'es fait retirer, ou c'est un simple ou un double. Je veux dire, j'ai rien contre Ernie Clement, mais c'est un gars qui met la balle en jeu. Souvent, c'est une 10, 8, 9 lancés, et ensuite, on retourne en défensive du côté des Jays. Notre approche au bâton, là, on n'en veut pas de but sur balle. On veut s'élancer pour se rendre sur les buts, et présentement, on manufacture aucun point. Un triple depuis le début de l'année. Un triple, je reviens là. Un triple, Philo. Moi, je suis prêt à le pardonner à Clement parce qu'il a une très bonne moyenne au bâton. Donc, si tu frappes pour 300, puis c'est ça ta stratégie, continue, ça va bien. Souvent, le meilleur tir dans une présence au bâton, Gavino, tu le sais, c'est le premier, parce que le lanceur veut toujours prendre l'avance dans le compte. Donc, moi, je m'inquiète pas pour Clement là-dessus, ça fonctionne pour lui. Mais, puis là, je vais te parler d'une situation. Dimanche dernier, les Blue Jays sont dans une situation au Minnesota, tard dans le match, on a les buts remplis, et Tyler Heineman frappe le premier tir qu'il voit. Il retrousse un ballon au champ centre. Il y avait 2 retraits dans la manche. La manche est terminée. Les Blue Jays ne marquent pas. Et là, John Schneider fait signe à Heineman puis dit « Va-t'en sur le banc ». Il sort notre cher ami Valenzuela puis il dit « C'est toi qui vas finir le match ». Bon, je comprends que c'est exactement probablement ce que tu viens de dire que Schneider avait dit à ses joueurs « Guys, dans des situations critiques, s'il vous plaît, essayez de voir des pitchs et tout ça.
Et lancez-vous pas sur un premier tir, surtout si c'est pas un tir dans la zone des prises. Heinemann n'a pas suivi la consigne. Mais Gavino, des apparitions au bâton de mauvaise qualité cette année, on en a vu combien. C'est très faible. Alors, là, tu prends un gars, tu le pointes du doigt et tu dis, toi, va-t'en t'asseoir. Je comprends, mais sois conséquent. Parce qu'il y en a un paquet qui font la même affaire depuis le début de l'année. Il n'y a eu aucune conséquence. Alors, si je te dis, je sais pas. C'est très faible à la position de receveur. Depuis que Kirk est parti avec sa moyenne de 2,90, présentement, c'est Valenzuela et Heinemann. Les gars frappent en bas de 200 ou de 200 de moyenne. Ouais. Valenzuela, en passant, il a plus de coups de circuit que Vladimir Guerrero. Valenzuela en a 3 et Vladimir en a 2. Un gars qui frappe souvent la longue balle, c'est Okamoto. On regarde, on revient dans quelques instants. Okamoto smashes the 1-1 to right center. Mullins back at the wall. It's gone! Okamoto rendu à 10 coups de circuit. Présentement, l'offensive se résume à 2 noms. Okamoto va quand même assez bien et Miles Straw de 310 de moyenne. Le problème, c'est qu'il joue une fois par semaine. Ben, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit tantôt, Gavino. Je vais parler d'Okamoto dans un instant. Mais Miles Straw, moi, là, de la façon dont il approche une présence au bâton, pour moi, que ce soit un droitier ou un gaucher, je le veux dans mon alignement. Parce que lui, il va aller t'en chercher des lancers. Lui, il va aller t'en chercher des buts sur balle. Lui, il va faire travailler le lanceur. Que ce soit un droitier ou un gaucher, puis il n'y en a pas des gars dans l'alignement qui frappent pour 300 présentement. C'est un des seuls. Alors, de grâce, laissez-le dans l'alignement, mais je sais que ça n'arrivera pas parce que Schneider ne lui fait pas confiance. Okamoto, le seul point vraiment brillant, le seul rayon de soleil dans l'alignement des Blue Jays depuis 2 semaines. Au moment où on se parle, là, il est en voie de connaître une saison d'à peu près 55 circuits et plus de 100 points produits. Au début, les 3 premières semaines, ça a été compliqué, mais là, il s'est replacé. Mais souvent, les coups de circuit sont en solo, Gavino, parce qu'il n'y a personne de ses buts. T'as le jeune qui va bien, Yohendrick Pinyango, qui a été rappelé de Buffalo, quand même 400 de moyenne, 10 en 25. Le problème là-dedans, c'est qu'il a juste marqué 1 point depuis le début de l'année. Donc, il embarque, il finit la soirée avec 2 en 4, 3 en 5, mais il n'est pas marqué parce qu'il n'y a personne qui le fait rentrer. On va tout de suite parler des lanceurs du côté des Jays de Toronto. Mason Fluharty commence vraiment à un petit peu me taper sur les nerfs depuis le début de l'année. On regarde une de ses présences plus tôt cette semaine. That's a liner into center. Will drop a base hit. 2 runs will score. Aranda crosses the plate. Williamson follows him. Cortez stopped at second. And Taylor Walls drives in 2. Fluharty qui avait fait le travail l'année passée en deuxième moitié de saison. Cette année, je m'étais dit, c'est une valeur sûre. Écoute, des valeurs sûres à 6,39 de moyenne de points mérités. Il y a souvent des coureurs en position de marquer. Il ne fait pas le travail. Il hérite de coureurs. Ils viennent marquer. Les Jays sont rendus, tâche tatuc, là, on est rendu à 21 lanceurs d'utiliser en 2026. Écoute, il y a des gars là-dedans, j'ai aucune idée c'est qui. Austin Voth, Chase Lee, Josh Fleming, il y a eu Cody Ponds qui il s'est blessé. Même Tyler Heinemann, il a lancé 2 fois avec les Jays de Toronto. 21 lanceurs d'utiliser, Philo, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis, tu sais, je regardais un peu cette semaine, tu sais, parce que le fameux match là, où Tyler Rogers a saboté l'avance contre les Rays. On arrive contre le cœur de l'alignement et c'est Tyler Rogers qui rentre dans le match et je présume que ça aurait été Louis Varland s'il avait conservé l'avance qu'il aurait lancé en 9e. Mais on nous avait pourtant dit, Gavino, que c'était devenu un bullpen by committee, c'est-à-dire un enclos de relève selon la situation. Mais ça n'a pas de l'air d'être ça. On dirait que dans la tête de Schneider, il a tout simplement inversé les rôles de Hoffman et de Louis Varland, parce que dans cette situation spécifique-là, contre le cœur de l'alignement, il aurait fallu que ce soit Varland qui entre dans le match et potentiellement un Tyler Rogers aurait pu venir affronter le bas de l'alignement. Ça, c'est ce qu'on appelle un bullpen by committee où tu y vas vraiment selon les situations. Mais là, ça n'a pas de l'air d'être ça. Je veux dire, c'est pourtant ça qu'on nous a annoncé. Et l'ordre semble prédéterminé. Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Le temps file, on écoute, on regarde justement, Addison Barger frapper un circuit. This ball is demolished out to right field.
kiss it goodbye. Addison Barger on big league rehab assignment. I think he's... Barger qui est supposé revenir avec les Jays en fin de semaine contre les Angels. J'espère que ça sera un balayage puisque tu peux pas te permettre de perdre la série contre les Angels. Rapidement, Barger en 30 secondes, ça va faire du bien, Philo? Ben, c'est sûr que oui, mais maintenant, il va falloir qu'il frappe plus que ce qu'on a vu au début de la saison. Ça s'était quand même assez bien passé durant le camp d'entraînement. Je te dis que les Blue Jays, si jamais Barger peut donner un bon coup de pouce avec quelques coups de circuit, ça va, oui, beaucoup aider l'équipe, mais bon, ça reste à être prouvé. Bon, il reste 2 minutes à l'émission. Je veux que tu me parles du Stade olympique de Montréal, les rénovations qui vont bon train. Est-ce qu'on va avoir des événements bientôt dans le Bégo? Bon, les informations que j'ai eues, là, c'est que dans les prochaines semaines, que ce soit en mai ou en juin, le gouvernement du Québec va annoncer que les fonds sont libérés pour les rénovations intérieures du Stade olympique. On parle, bien sûr, de remplacer tous les bancs. On parle de remplacer la section 100 pour qu'on puisse avoir vraiment des bancs amovibles, mais de haute qualité, où on va avoir un beau backstop derrière le marbre quand ce sera du baseball, où les gens pourront s'aligner et être assis directement sur les lignes, que ce soit pour du soccer ou du football. La compagnie Populus travaille là-dessus présentement. C'est la meilleure au monde pour trouver des solutions en ce sens-là. Les concessions alimentaires, les loges devraient y passer aussi. On sait que le système de son là-dedans aussi. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais que les gens qui nous écoutent vont dire encore de l'argent jeté aux poubelles pour le Stade olympique et tout ça. Mais à partir du moment où on a décidé de refaire le toit, Gavino, on n'avait pas ben le choix que de refaire l'intérieur aussi pour se donner une chance de recevoir des événements sportifs. Et pour les amateurs de baseball qui nous écoutent, ça voudrait potentiellement dire le retour des Blue Jays ici pour des matchs préparatoires. Ça voudrait dire une candidature possible pour la World Baseball Classic 2029 et pour les années subséquentes aussi. Peut-être les Banana Savannah aussi, sait-on jamais. Oui. Et si jamais quelqu'un dépose une candidature pour que le baseball majeur revienne à Montréal, ben ils auront une option dans un stade dans lequel jouer en attendant la construction d'un nouveau stade. Puis ça, dans une candidature, ça a quand même une certaine valeur parce que ça permet au baseball majeur une flexibilité puisque tu as une ville qui, à n'importe quel moment, peut commencer à jouer dans un stade temporaire. Tu es en train de me faire rêver, là. Parce que là, tu as mentionné baseball majeur, tu as mentionné la classique mondiale. Je veux dire, je pense que Montréal part avec une longueur d'avance. On n'a pas tout fait ces travaux-là. On n'a pas investi tout cet argent-là pour dire, tu sais quoi, on va juste faire 2 Monster Trucks par année, rapidement, Philo, en 30 secondes. Là. Non, exactement. Les gens du Parc olympique veulent remplir ce stade-là le plus souvent possible, que ce soit avec des Monster Trucks ou des super motocross ou des salons de l'auto ou de l'habitation ou quoi que ce soit, des matchs du CF Montréal, des matchs des Alouettes, on verra, mais on veut que ce stade-là soit occupé le plus souvent possible dans l'année, des concerts aussi, bien sûr. Là. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui, en espérant que, du côté des Blue Jays, ça va se replacer. C'est 3 matchs faciles, entre guillemets, contre les pauvres Angels, qui ont une fiche de 3 victoires, 7 défaites à leurs 10 derniers matchs. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Desfalco qui vous dit à très bientôt, podcast des Blue Jays, et à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye, Philo. Bye.